Nous revoici donc pour la dernière session, la dernière séquence donc, de cette journée de la pompe à chaleur 2024. Merci d'être encore avec nous pour adresser un sujet éminemment important, celui des compétences, des métiers, des emplois pour mener à bien, comme on en a parlé, l'installation, la maintenance, voire la fabrication des pompes à chaleur en France. Nous allons tout de suite en parler donc avec Ludovic Festou, qui est pilote du groupe de travail métiers et compétences à l'AFPAC. Donc j'invite à me rejoindre sous vos applaudissements, puisque c'est comme ça qu'on vote depuis ce matin. Ariane Comorne, qui est présidente et cofondatrice de La Solive, donc un centre de formation dans le sud de la France, mais pas que. Sabine Lestrade, qui est chef du bureau des diplômes professionnels à DGESCO, donc au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et enfin, Jean-Baptiste Aubeniche, qui est chef de projet compétences au CSF, le comité stratégique de filière NSE, nouveau système énergétique. On peut également applaudir. Voilà, donc 4 intervenantes que d'ailleurs je vais venir rejoindre puisqu'il y a un peu de place. Voilà, donc tant qu'à faire, autant s'asseoir. Merci à vous tous d'être là. Donc je le disais, l'enjeu est important. Il a été pointé à plein de reprises aujourd'hui. Donc il s'agisse effectivement de fabriquer les pompes à chaleur, de les installer, de les peut-être écarter un petit peu, de les installer, voire de les maintenir. La question est éminemment essentielle pour le développement des entreprises de la filière. 30 000 nouveaux emplois à pourvoir en 3 ans, 41 000 d'ici peu. Ludovic Festou, vous qui êtes de l'AFPAC, comment est-ce que vous y êtes pris pour avoir des chiffres qui sont alors déjà aussi impressionnants, parce que quand même, on parle de plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs à former et vers lesquels il faut orienter la reconversion. Comment est-ce que vous y êtes pris pour atteindre ces chiffres-là ? Alors, tout d'abord, merci aux participants pour ce tour de table autour des métiers et compétences et de l'attractivité des métiers de la pompe à chaleur. Je pense qu'il faut revenir en fait sur un triptyque qui est important, c'est décarbonation, économie, emploi. Et puis visibilité, constance et confiance. Donc ce dont on parle aujourd'hui là, c'est d'emploi, de gens en fait, d'une relation entre emploi et formation, et de gens d'hommes et de femmes en fait qui vont rentrer en fait dans la filière, y travailler et effectuer, on va dire, leur parcours professionnel. Donc pour répondre à votre question en fait. On est parti effectivement de calculettes, c'est-à-dire que effectivement comment on calcule ses besoins en emploi et compétences. C'est tout d'abord c'est combien de temps en fait on a besoin pour installer une PAC, c'est combien de temps on a besoin pour maintenir une PAC, c'est combien de ressources on a besoin pour fabriquer. Aussi, donc on a au sein de la filière les compétences évidemment puisque la filière rassemble les industriels, les distributeurs, les installateurs, les mainteneurs, donc l'ensemble des acteurs, on va dire, de la pompe à chaleur, qui ont les compétences pour évaluer effectivement ces besoins en ressources humaines pour accompagner les développements et les enjeux, on va dire, qui sont présentés. Et donc ça représente aujourd'hui ce qu'on avait sur les scénarios tendanciels, environ 40 à 50 000 créations nettes d'emplois d'ici 2030 pour pouvoir accompagner les défis, les enjeux et objectifs qu'on s'est fixés. Donc ça, ces emplois, ils se déclinent comment ? Est-ce qu'il y a des sous-catégories ? Parce que 41 000, le chiffre est énorme. Vous parliez tout à l'heure effectivement de fabrication, d'installation, de maintenance. Est-ce que ce sont les mêmes compétences à chaque fois ? Est-ce que ce sont des compétences qui sont spécifiques ? Alors, évidemment, ce ne sont pas les mêmes domaines d'activité. On a l'industrie, la distribution, l'installation, la maintenance. Ce qu'il faut, les répartitions, effectivement, elles ont un peu été annoncées tout à l'heure par les différentes interventions des membres de l'AFPAC. Donc, sur la partie installation et maintenance, par exemple, c'est 20 000 installateurs. Sur la maintenance, c'est 10 000 installateurs. Sur la partie distribution, ce serait entre 6 et 10. Et en industrie, c'était calculé à peu près sur 6 000 en scénario tendanciel. Mais au vu en fait, du plan PAC et du million de pompes à chaleur à fabriquer en France, les chiffres qu'il faut retenir, ce sont ceux de Stanislas Lacroix. Alors, vous disiez effectivement qu'il y a un triptyque qui est nécessaire, celui de la confiance, la constance effectivement du soutien, notamment des soutiens publics à la filière. Ça, j'imagine que c'est une condition sine qua non pour arriver au résultat que vous évoquez
40 000 emplois d'ici 2030. Oui, c'est important. En fait, pourquoi j'ai redonné ce triptyque? Tout simplement parce que, en fait, on est depuis la création du GT, en fait, du GT Attractivité Métier, c'est-à-dire ça date d'il y a à peu près 5 ans. C'est en fait l'échange entre les membres de la filière sur déjà des métiers en tension que sont les installateurs et les mainteneurs. En fait, il faut relier ça aussi, on va dire, à la tension sur les recrutements qu'il y a en France sur certaines catégories de métiers. Donc sont présents ici notamment les organisations professionnelles, que sont l'UMGCCP et la CAPEB. Ils le savent très bien. On n'est pas le seul métier au sein de ces organisations professionnelles, on va dire, dont ils s'occupent. Mais en fait, la tension sur les métiers existe bien sur les métiers particuliers de l'installation en système de chauffage, en maintenance, en technicien de maintenance. Et donc, quand on est à plus de 74% de tension sur les recrutements sur ces métiers, effectivement, il y a une vraie on va dire, mobilisation, on va dire, à s'occuper de ça. Si on regarde aussi le marché, pourquoi j'ai dit constance aussi, c'est que ce qu'il faut retenir, on va dire, dans la communication qu'on peut avoir sur la crise du bâtiment, par exemple, c'est qu'à chaque génération, à chaque génération qui doit rentrer, on va dire, dans les métiers techniques, dans nos métiers, on va dire, qui peuvent être très opérationnels ou plus dans la filière d'ingénierie, à chaque fois qu'on parle de crise, ce ne sont pas forcément des messages positifs. Donc, si on se replace, on va dire, sur le moment de l'orientation, là où les choix sont faits, les gens, les parents, les élèves, les futurs candidats, on va dire, à rentrer dans une filière, ont besoin de messages positifs. Et donc, il est important, effectivement, qu'on puisse à un moment donné, effectivement, se situer dans une constance, dans une dynamique qui permette, effectivement, à tous les acteurs, tous les acteurs de l'orientation, et il y en a beaucoup, les conseillers d'orientation, les professeurs principaux. Là, je reviens à des choses très, très, très terre à terre et réalistes, et le quotidien, les temps forts de l'orientation, les moments où, en fait, les jeunes, très jeunes en plus, qui doivent se déterminer, font des choix très tôt, mais aussi pour tous les publics, en fait, qui viennent de la reconversion, qui sont dans d'autres filières et qui se posent des questions de sens. C'est de se dire, est-ce que le bâtiment, est-ce que le métier de la pompe à chaleur, c'est la bonne voie? Alors, comment est-ce que vous leur montrez justement que c'est de la bonne voie? Puisque ces emplois, vous en avez besoin. Donc, j'imagine que vous mettez en ordre de marche, effectivement, pour développer l'attractivité de la filière. Alors, on pense en fait que des échanges, on va dire, qui sont sortis, on va dire, entre les membres de la filière, qui s'est beaucoup ouverte aussi par rapport à l'existence de ce groupe d'attractivité métier, qui s'est ouverte effectivement au monde de la formation, notamment aux initiatives, mais aussi aux régions, aux collectivités. Puisqu'en fait, c'est complexe, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'initiatives, beaucoup de moyens, beaucoup de ressources. Et en fait, ce n'est pas simple d'avoir de la visibilité. Donc, on sait qu'il y a le sujet de l'attractivité, en fait, se joue en fait à différentes échelles, à différents moments. Je l'ai dit, les temps forts de l'orientation, mais aussi c'est surtout aussi la communication en fait sur les métiers techniques. Qui ont besoin d'être valorisés. Et particulièrement pour les métiers de la pompe à chaleur, en fait, c'est les bonnes questions, c'est de les rendre visibles auprès, on va dire, des acteurs de l'orientation, auprès des publics cibles. En fait, il ne s'agit pas toujours que de grandes campagnes de communication, mais d'éléments très simples, très factuels, qui permettent effectivement que on puisse se projeter et se dire voilà, ça c'est un métier, on va dire, qui a du sens, qui permet effectivement de s'épanouir. Et on a quelques clés, quelques éléments que je pourrais communiquer après si vous voulez. Mais allez-y, je vous en prie. Justement, les éléments factuels. Alors les éléments factuels, tout simplement, c'est effectivement les métiers techniques en fait de l'installation et de la maintenance en pompe à chaleur. D'abord, c'est les valeurs du bâtiment. C'est tout simplement le travail en équipe, c'est de l'autonomie.
On donne beaucoup d'autonomie dans ce métier. C'est la volonté en tout cas le souhait de faire du travail bien fait. C'est, on va dire, aussi, on va dire, des parcours professionnels. Beaucoup de chefs d'entreprise, des entreprises, on va dire, qui font de l'installation et de la maintenance de pompes à chaleur sont issus, on va dire, de formations courtes, parfois des CAP, des BEP, et qui ont créé, on va dire, qui ont repris leur société derrière, on va dire, les patrons qui les ont embauchés. Et puis, ce sont des sociétés qui grandissent, qui saisissent des opportunités. Les jeunes, sont pleins d'idées. Donc, des parcours professionnels, je l'ai dit. C'est aussi une opportunité d'être dans un métier technique rémunérateur. Si on doit donner des chiffres, effectivement, un technicien, c'est environ 1 900 € net par mois. Un technicien de maintenance, ça peut aller jusqu'à 2 400 € net par mois. C'est en moyenne un petit peu plus élevé que les métiers techniques dans le bâtiment. Donc c'est plutôt sympa, on va dire, de faire des études dans cette profession. Et puis, en fait, on ne raisonne pas assez, peut-être, de choses factuelles comme la proximité, tout simplement. Quand vous travaillez en fait dans nos métiers, en fait, vous n'avez pas besoin d'aller vous exporter, déménager à 200, 300 km pour exercer votre métier. Effectivement, il faut mieux flécher, mieux identifier les centres de formation qui sont effectivement souvent à côté de chez soi. On a une cartographie, on va dire, des centres de formation qui est plutôt bien représentée et homogène sur le territoire. Je laisserai, on va dire, les spécialistes s'exprimer là-dessus aussi. Mais il y a beaucoup de recherches chez les jeunes, chez les parents, on va dire, de proximité dans les formations. Voilà, c'est-à-dire de pouvoir faire son métier à côté, étudier à côté de chez soi, mais aussi faire son métier à côté de chez soi. Et en fait, on a la chance, c'est que en fait, les entreprises, elles sont à côté de chez soi. Merci Ludovic Festou pour cet éclairage effectivement de la filière pompage chaleur. Sabine Lestrade, ce matin, on écoutait plusieurs représentants des directions générales de l'habitat, de l'urbanisme, du paysage, de l'énergie, du climat et de la direction générale des entreprises. Donc quelque part vos confrères effectivement des différentes directions dans tous les ministères qui apportent leur pierre à l'édifice, au fameux plan 1 million de packs, et puis plus largement au-delà de les fabriquer, les installer et les maintenir. Comment est-ce que votre direction donc de l'éducation nationale se met en ordre de marche justement pour être aligné avec cet objectif? Alors, c'est allumé ? Oui, on vous entend bien. Donc, au ministère de l'Éducation nationale, on est sur la formation initiale. Voilà, c'est quand même notre cœur de métier. On réfléchit à l'accompagnement des jeunes sortant troisième. Pour les plus jeunes, ils ont effectivement 15 ans, voire même pas encore 15 ans, quand ils s'orientent dans la voie professionnelle. Sur les sujets d'installation, maintenance des systèmes énergétiques, on propose 11 diplômes, donc ce qui n'est pas du tout négligeable, sur tous les niveaux de formation. Premier niveau de qualification, le tout premier, niveau 3, on a des CAP, des mentions complémentaires aussi, qui vont s'appeler bientôt certificats de spécialisation au passage. Niveau 4, on a des bacs pro, des brevets professionnels, des mentions complémentaires aussi, qui permettent de se spécialiser après un bac pro. Et on a aussi de l'enseignement supérieur, puisqu'on a aussi les BTS, les brevets de techniciens supérieurs. L'ensemble de ces 11 diplômes représente quand même chaque année 10 000 diplômés, ce qui n'est pas négligeable en chiffres. Si on donne des chiffres, 10 000 diplômés, donc potentiellement 10 000 personnes qui sont susceptibles de travailler dans les secteurs de l'installation, de la maintenance des systèmes énergétiques. À grosse maille, pour que vous ayez quand même une idée, dans ces 10 000 diplômés, on a 4 000 jeunes de la voie scolaire, donc eux qui sont formés exclusivement dans nos établissements scolaires, dans les lycées. On a 5 000 apprentis. Donc là, on a deux profils d'apprentis. Ça peut être des apprentis dans nos lycées scolaires, dans nos établissements scolaires, puisqu'on accueille de plus en plus d'apprentis dans les lycées professionnels, mais ça peut être aussi dans tout organisme de formation. Et on a 1000 diplômés par la voie de la formation continue, ce qui n'est pas du tout anecdotique, ce qui veut dire aussi que nos diplômes, éducation nationale, qui sont pensés initialement quand même pour des scolaires, ont une vraie valeur d'usage aussi sur de la formation continue, dont vous parlerez après. Quand on vous dit par contre qu'on a 10 000 diplômés par an, vous le savez bien, ce n'est pas 10 000 personnes qui entrent.
directement sur le marché du travail. Et je pense qu'il est bien là le delta, parce que sinon on arriverait très vite aux 30 000, voilà, aux 40 000, 30 ou 40 000 sans difficulté. Alors pourquoi pour nous, c'est pas grave non plus, c'est juste un paramètre à prendre en compte. On est sur de la formation initiale. Les jeunes ont 15 ans. Alors, quand ils rentrent en BTS, ok, ils ont 18 ans. Mais sinon, globalement, ils ont 15 ans quand on les prend en charge dans nos établissements scolaires. On les forme, certes, à l'insertion, mais aussi à la poursuite d'études. Comme tout jeune, s'il le souhaite, il faut qu'il puisse poursuivre des études. Et donc, c'est pas grave, bien au contraire. Un jeune de CAP qui dit je veux continuer en brevet professionnel, en apprentissage, dans la même filière, c'est très bien, c'est des compétences supplémentaires et il sera d'autant plus employable ensuite. Et la même chose pour un bac pro qui dit je veux continuer en BTS. Mais ça veut dire quand même qu'on est sur un cycle un petit peu long d'entrer sur le marché du travail. Le cycle est un peu allongé par rapport à de la formation continue, où la personne qui se forme à un titre professionnel, c'est a priori pour effectivement être employable immédiatement. Nous, ils se forment à un diplôme, mais c'est potentiellement aussi pour poursuivre des études. Et puis, deuxième facteur qu'il faut qu'on intègre collectivement, et vous l'avez dit, Ludovic, avec un message très positif, et ça, on en est convaincu. Les jeunes... J'insiste vraiment, ils ont 15 ans quand on les prend en CAP, ils en ont 17 quand ils sortent. Nos 4000 jeunes scolaires, ils ont eu en tout et pour tout 16 semaines de formation en entreprise. Donc certains ont vraiment envie d'aller travailler, quelles que soient les raisons, parfois pour des raisons sociales d'ailleurs, mais ils ont envie d'aller travailler. Mais c'est sûr que si on compare l'employabilité du jeune de 17 ans qui a eu en tout et pour expérience professionnelle, les semaines de stage, de période de formation en milieu professionnel, si on compare cette expérience-là avec, sur le marché du travail, un candidat qui a eu le même CAP, mais qui a 42 ans et qui s'est reconverti, qui a passé son CAP en 9 mois et qui a déjà une expérience, certes, peut-être pas dans les pompes à chaleur, mais quand même déjà dans l'énergétique, peut-être que vous allez préférer ce candidat-là, chose qu'on peut tout à fait comprendre. Mais collectivement, s'il y a vraiment autant de besoins en emploi, il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour accompagner ces jeunes qui entrent, on les prend en charge. Alors, certains, c'est un choix. Il faut qu'il y en ait de plus en plus qui fassent ce choix-là pour toutes les raisons que Ludovic a évoquées. On sait aussi que pour d'autres, ce n'est pas un choix. Mais si pendant leurs 2 années de CAP ou leurs 3 années de bac, ils sont pris en charge par les entreprises pour réaliser leur fameuse PFMP, période de formation en milieu professionnel, et qu'ils s'y sentent bien, ils restent. Vraiment. Ceux qui ne restent pas, c'est ceux qui n'ont pas trouvé leur compte au cours des 3 années. Alors, c'est, on va dire, faute partagée, parce qu'il faut aussi qu'ils se sentent bien chez nous à l'école, en termes de scolarité. Mais quand même, l'entreprise fait que, aussi, certains disent non, j'ai pas trouvé mon compte sur mes 22 semaines, 20 semaines de stage de PFMP sur mon cycle de 3 années de bac. J'ai envie d'aller faire autre chose. Il faut réussir à leur vendre collectivement, et nous aussi, vous avez parlé, Ludovic, des services de l'orientation. On fait un gros travail, nous aussi, avec les services d'orientation au niveau éducation nationale, pour effectivement vendre collectivement ces formations-là avec l'ensemble des avantages qui ont déjà été évoqués. On a vraiment un gros travail à faire là-dessus, que l'on fait, mais c'est un travail au long cours, puisqu'on est effectivement, je le redis, sur la formation initiale, et on est sur des jeunes qui sont en train de se construire. Donc il faut qu'on arrive à les convaincre collectivement qu'il faut qu'ils restent sur ces secteurs d'activité. Je suis un peu long. Non, c'est très bien. Vous évoquiez effectivement quelque part la progressivité, la montée en régime de cette formation, en tout cas de ces jeunes, le temps qu'ils arrivent sur le marché de l'emploi. À votre avis, 30 000 nouveaux emplois en 3 ans, c'est ambitieux, c'est irréaliste, c'est... Alors, c'est sûrement réaliste, mais en ne comptant pas que sur la formation initiale, puisqu'il y a la formation continue. On le sait, nous aussi, on est aussi présents sur le volet de la formation continue. Donc, il faut juste qu'on arrive certainement à bien définir les activités dont on a besoin là de manière très immédiate. Est-ce que l'apprentissage peut être une solution, où on a des jeunes qui sont en cours de formation, mais qui sont aussi
en situation réelle d'application, peut-être, mais ça veut dire qu'il faut qu'on arrive là dans les chiffres que l'on a. Enfin, dans la réalité, aujourd'hui, c'est à peu près 50%. Côté éducation nationale, s'il y a davantage de jeunes qui obtiennent des contrats d'apprentissage, on n'est pas en difficulté pour ouvrir des divisions en apprentissage. Bien au contraire, on peut le faire. Mais il faut effectivement qu'il y ait en face les contrats d'apprentissage. Sur le court terme, ça peut être effectivement la variable d'ajustement. Le contrat d'apprentissage permet d'avoir une entrée progressive dans le métier aussi avec l'accompagnement de l'entreprise. En France, traditionnellement, on n'aime pas trop les métiers professionnels. Enfin, en tout cas, on a mis vraiment l'accent sur les études longues, sur les métiers, je serais tenté de dire cérébraux, plus que sur les métiers techniques. Aujourd'hui, est-ce qu'on a du mal à aller, et vous me passez l'expression, recruter des jeunes pour rentrer dans ces filières à la base ? Et si oui, comment est-ce qu'on fait pour quand même leur dire, regardez, finalement, les métiers techniques, c'est attrayant, ça, effectivement, ça offre des perspectives, des salaires, en l'occurrence, s'agissant des PAC, intéressants. Et est-ce que ça, aujourd'hui, on outille les conseillers en orientation pour dire, effectivement, là, il y a du potentiel, peut-être plus aujourd'hui qu'à une époque où c'était finalement moins bien considéré ? Alors, déjà... Premier indicateur quand même, pour la 3e année consécutive, on a une hausse des demandes d'orientation en voie professionnelle, donc des vœux des élèves, ce qu'on appelle les vœux des élèves et des familles, sortant 3e. Donc on voit que, même si on partage tout à fait le discours ambiant qui est de dire qu'il y a vraiment une classification des différentes voies de formation, et la formation professionnelle est la dernière, il y a quand même un vrai regain, une vraie envie de certains jeunes de faire le choix de la formation professionnelle plutôt qu'être en difficulté dans la voie générale ou technologique. Donc ça, c'est déjà un bon signal sur lequel nous surfons. Alors, vous avez déjà entendu parler des stages de 3e, qui est un dispositif relativement ancien. Depuis 2 ans, on a ces mêmes stages, enfin pas stages, mais on a de l'accompagnement à l'orientation dès la classe de 5e, pour pouvoir parler des métiers dès la classe de 5e. Vous avez certainement aussi entendu parler du stage de seconde qui se met en place dès cette année, obligatoire pour tous les élèves de la voie générale et technologique, puisqu'en voie professionnelle, ils le font déjà. Alors vous allez me dire, oui, mais ça ne concerne pas, c'est trop tard, ils sont déjà orientés. Oui, mais on a quand même très régulièrement beaucoup de jeunes de voie générale et technologique en seconde qui sont en difficulté et qui souhaiteraient se réorienter vers la voie professionnelle. Ce stage de seconde GT, en classe de seconde générale et technologique, peut être vraiment une opportunité pour réorienter ces jeunes-là vers les voies de seconde professionnelle où il y a de l'emploi. Donc, par exemple, les 30 000 nouveaux emplois à pourvoir. Voilà, les fameux. Donc, ce n'est pas du tout anecdotique. Et ça peut être aussi, on sait bien comment ça se passe dans les familles, ça peut être un jeune qui fait son stage de seconde GT, mais qui passe après en première générale ou technologique quand même, et qui va avoir le petit frère ou la petite sœur ou le cousin, et qui va lui dire j'ai fait mon stage là, c'était finalement pas si mal que ça, toi tu peux peut-être faire ça. Donc c'est quand même le principe de réseau en famille et pas à négliger. Vous avez aussi peut-être entendu parler des réseaux thématiques qu'on développe dans le cadre des campus des métiers et des qualifications. C'est un moyen pour nous, Éducation nationale, de travailler avec un grand nombre d'organismes, dont les régions, qui ont aussi en charge le volet orientation. Donc les régions avec lesquelles nous travaillons pour porter l'orientation au plus tôt sur les métiers d'avenir. Dans le cas des campus des métiers et des qualifications, c'est un principe de réseau qui lie entreprises, établissements scolaires, services de l'orientation, services de recherche, etc. Donc c'est un moyen de porter des actions collectives avec des interventions thématiques. Merci. Ludovic, je crois que vous vouliez réagir. Oui, en fait, je souhaiterais compléter votre intervention, Madame Lestrade. C'est... Quand ? Ouais. Tout d'abord, concernant justement le campus des métiers et qualifications, en fait, moi je suis nantais.
Donc j'ai pu échanger quand même pas mal avec le CMQ Bâtisseurs d'avenir sur les Pays de la Loire, qui est très actif, qui avait monté en son temps... Le CMQ, vous pouvez peut-être préciser, parce que Campus des métiers et qualifications. Que tout le monde soit au courant de ce dont il s'agit. Ouais. Si je dis CMQ, c'est Campus des métiers et qualifications, ça va plus vite. Donc vous en avez énergie durable, bâtiment, industrie, etc. Donc c'est un réseau qui est très actif et qui fait le lien entre l'éducation nationale et les régions et les acteurs, et dont les organisations professionnelles, FFB, CAPEB. Et donc on a travaillé avec le CMQ Bâtisseurs d'avenir sur les Pays de la Loire sur un kit d'orientation. Parce qu'il y a un vrai sujet, c'est l'acculturation sur les métiers de la pompe à chaleur, les systèmes thermodynamiques, le chauffage en général, et je dirais ces mauvais procès concernant la climatisation, ou amalgame entre la climatisation et la pompe à chaleur. Et donc c'est prégnant chez les enseignants, c'est prégnant chez les parents, c'est prégnant chez les conseillers d'orientation. Et en fait, ce sont les trois, on va dire, vecteurs, on va dire, de l'orientation, de l'aide à l'orientation chez les jeunes et chez les parents. Donc la cible là, en fait, par ce kit d'orientation, et sur le parcours à venir, on est tous parents, on va dire, d'enfants qui sont à un moment donné passés, on va dire, par la 5e, la 4e et la 3e, qui est un peu la charnière. Le moment de la détermination avec le stage en 3e, c'est de se dire, voilà, comment on peut créer ce kit d'orientation qui permettrait de parler de façon générale des métiers de l'énergie, mais énergie renouvelable, qui intégrerait effectivement la pompe à chaleur, mais pas que. On n'est pas tout seul. La pompe à chaleur, c'est un système parmi les autres, mais on fait partie du système. Et donc, l'idée, c'est en fait déjà de donner du sens, vidéo courte. Ensuite, c'est donner de la visibilité sur la cartographie des formations accessibles. C'est interroger les élèves et c'est les amener à se déterminer effectivement par rapport à ça. Le sujet, c'est qu'en fait, il peut être beaucoup plus large. Et je reviens en fait sur les propos de l'industrie, côté AFPAC, c'est qu'en fait, on a énormément et cruellement besoin d'ingénieurs. Et donc, il faut qu'on arrive à projeter en fait toute une génération, tout un ensemble de jeunes, hommes, femmes, jeunes filles, jeunes garçons, on va dire, sur les métiers sur lesquels en fait ils peuvent s'identifier. Et c'est pas que en fait les métiers d'installation, de maintenance de pompe à chaleur. C'est demain, vous pouvez être concepteur, ingénieur, intégrant en fait une industrie de fabrication de la pompe à chaleur. Et donc, chacun va faire son marché. Mais il faut qu'on arrive à un moment donné à proposer aux enseignants, aux professeurs principaux, conseillers d'orientation, un kit qui permette, on va dire, qu'ils se sentent déjà, eux, à l'aise en tant que porteurs de l'orientation, et que ces jeunes, en fait, puissent à un moment donné avoir accès à ça et puissent se déterminer aussi par rapport à ces choix. Et je reviens après sur un sujet qui est l'ouverture des entreprises et l'apprentissage, en tout cas la découverte des métiers par le geste. La région Pays de la Loire, par exemple, a mis en place un dispositif, c'est un portail qui permet, on va dire, aux entreprises de poster, on va dire, leur disponibilité en termes de stage pour les jeunes. Voilà. Donc, il y a des moyens, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des ressources. En fait, l'idée, c'est pas forcément toujours de réinventer, c'est d'exploiter, on va dire, ce qui existe. C'est vraiment de coopérer et de faire en sorte que tout ça, en fait, ça fonctionne. Je dirais que dans l'absolu, l'idéal serait qu'on aille vers un comité de pilotage de tout ça pour se dire, voilà, l'objectif, c'est 30 000, c'est 40 000 personnes qui rentrent dans la filière, c'est comment on le pilote, comment on le suit, comment on fait qu'à un moment donné, on soit au rendez-vous au moment de l'orientation et des temps forts. Sabine Lestrade, vous avez indiqué que vous aviez oublié quelque chose. Très important. Depuis le mois de septembre, vous avez aussi dans tous les lycées professionnels un responsable du bureau des entreprises. L'annuaire est en ligne sur le site ministériel de l'Éducation nationale. Il est possible donc d'identifier les responsables de BDE, des bureaux des entreprises, des établissements scolaires où il y a les diplômes concernant les systèmes énergétiques. Vous avez un interlocuteur derrière chaque adresse mail. Très concrètement, il y a une personne physique dans chaque établissement scolaire, lycée professionnel, qui est présent pour accompagner les jeunes dans la recherche de stages, de PFMP, pour participation de classe à des événements que vous pourriez organiser, pour valoriser les métiers, pour un certain nombre d'actions. Il y a vraiment du personnel, parce que souvent, ce qui peut
nous mettre en délicatesse pour faire ce lien école-entreprise, c'est effectivement la disponibilité des uns et des autres. Là, aujourd'hui, depuis la rentrée de septembre, il y a vraiment une personne dans chaque établissement scolaire. Et donc ces personnes sont demandeuses d'interaction régulière avec les professionnels pour valoriser les métiers des formations qu'ils ont dans leurs établissements. Donc c'est aussi une vraie porte d'entrée pour valoriser les métiers, proposer des interventions, faire vraiment ce lien de valorisation de vos métiers, des métiers autour des systèmes énergétiques et de la pompe à chaleur, pour que les jeunes restent. Puisqu'il y a le sujet de les orienter quand ils sont au collège, mais il y a aussi le sujet de faire en sorte qu'une fois qu'ils sortent diplômés, ils aillent vers ces métiers-là. Parce qu'effectivement, sur de la formation initiale, les souhaits peuvent être divers et variés et tous ne restent pas actuellement sur l'installation ou la maintenance des systèmes énergétiques. Effectivement, c'était un ajout important parce que ça crée du lien entre les entreprises et l'école et c'est pas deux mondes qui sont en parallèle, mais au contraire qui se décloisonnent et ça va dans le bon sens. Merci pour cette précision. Ariane Commande, je vous propose qu'on avance avec vous sur la formation professionnelle puisqu'effectivement, on a parlé jusqu'à présent de prendre les plus jeunes pour les amener quelque part là où on en a besoin, même si ça ne sont pas que des outils évidemment. Et là, avec vous, l'objectif, c'est de voir comment est-ce qu'on accompagne donc les professionnels déjà en poste, soit pour se mettre à niveau, soit pour se réorienter vers les filières dont on a besoin, et en l'occurrence la filière PAC. Alors là, vous êtes présidente et cofondatrice de la Soliv. Peut-être déjà quelques éléments de présentation pour qu'on comprenne mieux votre propos. Tout à fait. Absolument. La Soliv, d'abord, c'est une entreprise à mission. Et notre mission, c'est quoi ? C'est de contribuer à répondre à la pénurie de professionnels qualifiés dans la transition énergétique du bâtiment. Donc voilà, on est dans ce sujet évidemment qui nous paraît primordial. Et effectivement, quand on se pose cette question, et je vous rejoins tout à fait, il y a trois leviers. Il y a effectivement faire monter en compétences les professionnels du bâtiment pour qu'ils aillent, dans le cas qui nous concerne, installer, maintenir, prescrire des pompes à chaleur. Il y a formé des jeunes et il y a formé des adultes en reconversion. Et nous, on a regardé ça au démarrage, on a regardé ces différents sujets et on s'est dit, d'abord, sur le sujet de la formation des jeunes, il y a un acteur déjà assez installé qui s'appelle l'Éducation nationale et à qui on fait confiance pour évoluer beaucoup vers ces sujets-là. On travaille aussi avec des lycées techniques, avec des CFA, avec les compagnons du devoir, par exemple, enfin, voilà, pour en citer quelques-uns. Et on s'est dit, là où peut-être il y a le plus gros manque aujourd'hui en termes d'offres, c'est sur la reconversion de personnes qui viennent pas nécessairement du secteur du bâtiment et qui auraient envie à qui on pourrait donner envie, surtout, de s'orienter vers ces métiers-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On fait 3 choses. On source des personnes en reconversion. Dans un bon mot d'anglais, on va chercher, on fait connaître ces métiers pour susciter des vocations vers les métiers de la transition énergétique du bâtiment. On place ces personnes, ces futurs techniciens, puisque c'est maintenant principalement des techniciens, dans des entreprises qui recrutent et on les forme jusqu'à l'obtention d'un diplôme, d'un titre professionnel en l'occurrence, reconnu par l'État. Et donc, comment ça se passe concrètement ? Si je prends un peu ces 3 éléments, alors où on va les chercher aujourd'hui ? On va les chercher aujourd'hui dans n'importe quel secteur de l'économie. Juste pour préciser, aujourd'hui, on a différents cursus. On forme d'ailleurs pas que des techniciens, mais on forme notamment aujourd'hui des installateurs de pompes à chaleur. Je vais revenir dessus. On va former des techniciens de maintenance. Je ne sais pas si Roland est toujours là, mais voilà, on va travailler à partir de la deuxième partie de l'année sur un cursus de technicien de maintenance de pompes à chaleur. Et on veut aussi accompagner évidemment à toute la partie dimensionnement et vente de pompes à chaleur. Mais donc comment ça se passe ? Qui on va chercher ? Aujourd'hui. Et comment ? Oui. Ouais. Et comment, c'est intéressant. Et alors, tout à fait. Alors, dans cet ordre-là, peut-être, comment alors, peut-être, de façon générale, notre but, c'est des gens qui n'ont pas forcément... En fait, notre but, c'est de pouvoir aller chercher n'importe qui
attention, hein, on n'amène pas n'importe qui dans le secteur, n'importe qui aurait en tout cas les prérequis pour se former à ces métiers, mais qui ne vient pas forcément du secteur du bâtiment. Et c'est important pour nous parce que quand même globalement, la grande majorité des métiers du bâtiment sont déjà en tension, donc il y a besoin d'amener encore de nouvelles personnes vers ces métiers. Alors comment on va les chercher? Principalement par 2 leviers. Premièrement, par des prescripteurs, et là, c'est Ludovic en parlait pour les jeunes. Pour les adultes, c'est d'autres prescripteurs. C'est notamment France Travail, qui est le nouveau nom de Pôle emploi, pour ceux qui n'ont pas suivi. Dans le monde de la formation, ça change aussi très souvent. C'est comme dans la rénovation énergétique. Par le biais de France Travail, avec qui on travaille beaucoup sur le sourcing de demandeurs d'emploi, ou par le biais d'autres prescripteurs, notamment des bilans de compétences, certaines associations qui accompagnent aussi vers l'insertion ou la réinsertion professionnelle, etc. Et un deuxième canal qui marche très bien aussi, c'est les réseaux sociaux. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux. Et c'est un canal très important pour nous parce que c'est le moment où on peut mettre sous les yeux de personnes des choses qui montrent que en fait, c'est des métiers excitants. Et on a parlé là un petit peu de qu'est-ce qui fait que ces métiers sont excitants. Nous, on produit un certain nombre de vidéos inspirantes qui donnent envie, qui montrent que ce sont des métiers à la fois... Alors, quels sont les arguments qui font les plus mouches? Alors, il y a l'argument, j'allais dire, environnemental. Mais si on est très honnête, nous, c'est une de nos motivations, mais c'est pas la motivation numéro 1 du fait que les gens candidatent dans une de nos formations. C'est la certitude d'avoir du boulot. C'est quand même ça le moteur numéro 1 pendant longtemps, surtout pour des adultes qui sont assez clairs déjà sur leur projet professionnel et qui recherchent de la stabilité. Et la deuxième chose, et effectivement des métiers qui payent bien, tu l'as rappelé, et deuxièmement, c'est la possibilité à un moment, généralement pas en première instance, mais au bout de quelques années, de se mettre à son compte et de devenir indépendant, ou voire de monter, reprendre une entreprise. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'on a beaucoup de gens qui se disent, voilà, moi c'est mon horizon d'attente. Donc voilà, on montre des vidéos et là ce qui est intéressant c'est que alors sur nos différents parcours, on a 3 parcours pour l'instant, on est en train d'ouvrir le 4e, on a déjà 2000 candidatures par mois, donc c'est beaucoup, c'est très chouette, ce qui nous permet d'être très sélectifs pour l'instant aujourd'hui et donc nos critères de sélection, on s'assure que c'est pas des gens qui ont vu de la lumière et qui se sont dit tiens ça gagne bien, tiens j'ai un copain qui fait de la PAC et ça a l'air cool, voilà. C'est vraiment des gens qui ont compris dans quoi ils se lançaient. Je prends souvent l'exemple, mais on a un certain nombre de gens qui candidatent, qui étaient par exemple chauffeurs VTC. Et on a fait le constat que dans certains cas, si on testait pas bien leur motivation, ils ne s'étaient pas vraiment rendu compte que, en fait, installer des pompes à chaleur chez le particulier ou dans le tertiaire, être à l'extérieur, travailler en équipe, c'est pas exactement la même chose que d'être seul au volant de sa voiture au chaud toute l'année. Donc, on fait quand même attention, on dissuade quand même beaucoup de gens. Notre but, c'est vraiment d'éviter la déception à l'issue du parcours. 2000 candidats, au final, il y a combien d'élus? Alors, on a un taux de sélection, je crois, de l'ordre de 5%. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui. Alors, parce qu'on peut se le permettre, parce que pour l'instant, on est en train d'ajuster au fur et à mesure nos capacités de formation. Je vais y revenir, mais on a 3 campus aujourd'hui à Paris, Lyon et Nantes. On s'apprête à ouvrir dans 4 nouvelles régions. Mais on a quand même encore contraint par nos capacités. On essaye aussi de faire des formations avec peu de gens. Mais donc, on est très sélectif pour l'instant pour pouvoir s'assurer qu'on n'a que des sorties réussies à l'issue des formations. Et donc ça, c'est les personnes qu'on va chercher. Et pour vous donner quelques exemples, on a pour moitié des gens qui ont une première expérience dans le bâtiment quand même. Et notamment, on a des plombiers, des gens qui ont fait du chantier, qui ont fait testé différents corps d'État. On a des électriciens. Voilà, on a
une moitié de gens qui ont une première expérience dans le bâtiment. Et on a une autre moitié de gens qui n'ont aucune expérience du bâtiment et qui, par exemple, pour citer quelques exemples, on a des personnes qui viennent de l'automobile, je pense à quelques profils d'élèves, des personnes ou des personnes qui viennent de métiers complètement différents, des gens qui avaient travaillé dans la logistique ou même des gens qui étaient dans des emplois plus de bureaux. Alors c'est là où on teste vraiment qu'ils ont bien compris ce que c'était et qui en fait ont envie, et ça je rejoins tout à fait, on le constate aussi, ça commence à prendre l'idée qu'en fait un métier manuel et un métier de terrain finalement peut être tout à fait épanouissant et sans doute plus épanouissant qu'un certain nombre de métiers de bureau. Désolée pour ceux parmi vous qui travaillent en bureau. Et donc, on le voit vraiment. Peut-être la deuxième chose qu'on fait, donc on fait du placement. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous, on travaille aujourd'hui avec 600 entreprises du bâtiment et on leur propose des profils de personnes en reconversion qu'elles peuvent recruter. Et comment ça marche concrètement ? En fait, d'abord, on commence par essayer de comprendre le besoin de l'entreprise, comment elle travaille avec ses installateurs, est-ce que c'est du grand déplacement, est-ce qu'il y a des avantages particuliers, est-ce qu'il y a une culture d'entreprise qu'on doit connaître, des valeurs, etc. Sur cette base-là, on a développé un outil de matching qui nous permet, parmi les profils qu'on a présélectionnés, de lui envoyer 1, 2, 3 profils par mois, en fonction de ses besoins. Et le chef d'entreprise, du coup, peut décider de faire passer un entretien à ses profils. Et quand il y a un match mutuel, quand la personne veut rejoindre l'entreprise veut recruter la personne, on valide l'entrée en formation. Et là, on fait le pendant du contrat d'apprentissage pour les adultes qui s'appelle le contrat de professionnalisation, qu'on met en place pour le compte de l'entreprise. On le met en place entre eux. Alors, c'est un contrat un peu compliqué. Il y a quelques simplifications en cours. On travaille avec France Travail, mais entre le demandeur d'emploi, parce qu'en général, ils sont demandeurs d'emploi à ce moment-là, l'entreprise, Pôle emploi et nous, France Travail, pardon. On aura rétabli. Quoi ? On a rétabli. Voilà, c'est ça. Et ça permet à la personne d'entrer en formation. Et donc, ça correspond en gros à un service de recrutement pour une entreprise. Donc ça, c'est la partie. Et enfin, je vais m'arrêter là. On terminera là-dessus. On termine là-dessus. La partie formation. Comment on les forme ? Alors, c'est de la formation d'abord par le geste, parce qu'on est vraiment convaincu que dans des métiers techniques et des métiers de terrain, la première chose, c'est quand même d'apprendre sur plateau à vraiment poser, installer, mettre en service la pompe à chaleur, et demain la maintenir et la dépanner. Donc c'est une formation par le geste. Ça prend la forme d'un bootcamp aujourd'hui qui dure d'abord 2 mois intensifs et ensuite de 6 mois d'alternance dans l'entreprise. Alors un bootcamp, je ne suis pas sûr que tout le monde parle anglais. Un bootcamp, c'est simplement une formation intensive. Nous, tout l'objectif, c'était de dire que c'est des adultes en reconversion. Ils ont généralement une famille, ils ont des obligations, des charges, peut-être un emprunt, tout ça. Ils ne peuvent pas se permettre de passer 2 ans en formation. Donc en fait, on a essayé de condenser au maximum le contenu de formation et de rendre le temps passé en formation le plus efficace possible. En termes de montée en compétences, pour s'assurer que... Alors, 2 choses qu'on promet, c'est vous allez passer donc d'abord 2 mois intensifs en formation, mais le premier jour où vous arrivez sur le chantier de votre nouvel employeur, vous êtes opérationnel. D'abord, vous comprenez ce qu'il vous dit, et vous savez comme moi que dans la pompe à chaleur, il y a un vocabulaire très... Pour vous dire, sur nos plateaux techniques, juste sur la partie pompe à chaleur, il y a 600 références de produits. Voilà, et donc c'est savoir de quoi on parle, avoir manipulé, savoir faire un certain nombre de gestes techniques essentiels et savoir faire jusqu'à la mise en service de la pompe à chaleur. Évidemment, ils ont besoin encore d'expérience, donc ils vont pratiquer dans l'entreprise en plus, mais ils ont déjà pratiqué sur plateau et c'est ça notre promesse aujourd'hui. Et dernier point, à la fin, ils passent un titre professionnel qu'on a créé d'ailleurs en collaboration avec l'AFPAC, et donc je remercie d'ailleurs à la fois toutes les organisations professionnelles et les industriels qui sont impliqués dans la création du titre pro, qui est reconnu par l'État, d'installateurs de pompes à chaleur. Ils passent et ensuite, ça sécurise leur parcours professionnel parce qu'ils ont un vrai diplôme reconnu par l'État.
Vous faites une passerelle toute trouvée avec Jean-Baptiste Obny, justement, qui, dans le cadre du CSF, le comité stratégique de filière NSE, nouveau système énergétique, a travaillé sur l'évolution des parcours professionnels, la transférabilité des compétences. Je vous vois avec des gros yeux, vous me dites si je dis des choses aberrantes ou pas. Le CSF, peut-être quelques éclaircissements, d'où ça vient. Ça vient du Conseil national de l'industrie, qui remonte il y a quelques années, effectivement. Alors vous avez une vingtaine de comités stratégiques de filière en France. Vous en avez, ça a été créé en 2008-2009. L'objectif est de maintenir ou de réindustrialiser la France. C'est ça l'objet des CSF. Vous en avez un sur la mer, un sur la chimie, un sur l'automobile, un sur le nucléaire. Et quand ça n'est pas le nucléaire et qu'on parle d'énergie, c'est les nouveaux systèmes énergétiques. Donc juste que vous ayez cette carte du CSF, vous voyez qu'on travaille à la fois sur les industries ou l'économie qui est autour de la production d'énergie et toute forme de production d'énergie décarbonée. Vous avez tout ce qui est de l'ordre du stockage. Hein. Par exemple, on contribue ou participe à l'installation des gigafactories dans les Hauts-de-France, mais il y a aussi des réflexions autour de comment rendre possible l'installation d'usines de photovoltaïque en France. Vous avez la partie réseau, et j'ai une collègue, Catherine Bobo, qui a créé en matière de compétences les écoles des réseaux, hein, qui cherchent aussi à fournir des compétences au réseau. Et puis vous avez toute la partie décarbonation, services énergétiques, dans laquelle on travaille. Alors, je vous ai parlé de stockage, mais vous avez aussi, bien sûr, toute la réflexion autour de la chaleur qui est au sein du CSF, sachant que, comme on l'a dit, hein, si on prend ne serait-ce que l'industrie et la décarbonation de l'industrie, 70% de l'énergie utilisée en industrie, c'est pour produire de la chaleur. Donc, il y a de la récupération de chaleur, il y a des systèmes de chaleur à mettre en place pour progresser sur la décarbonation. Et on a un axe, et c'est moi qui suis chargé de cet axe-là, autour des compétences, puisque vous allez le voir si on peut faire la diapo suivante. Les besoins de la pompe à chaleur ne sont pas isolés quand on parle de transition énergétique. Vous avez, alors ce n'est pas du moins sur la colonne de droite, c'est à peu près, c'est le manque d'emplois considéré d'ici 2030 par le rapport Evolen, secteur par secteur. Donc ce n'est pas complètement exact, c'est massif. Parfois on compte 2 fois la même chose. Mais si on prend par exemple la rénovation énergétique des bâtiments, où on est à, c'est marrant, ma diapo a encore évolué, à 200 000, à un besoin autour de entre 170 000 et 250 000 emplois. Si on prend l'enveloppe et le système, a priori, il y a une partie des emplois PAC qui seront à l'intérieur. Et vous voyez que on est sur des centaines de milliers d'emplois, c'est ça qu'il faut se dire. À côté de ça, le nucléaire qui a aussi besoin d'emplois et qui tire à peu près sur, pas tout à fait les mêmes diplômes, mais les mêmes populations pour son recrutement. C'est 100 000 recrutements dans les 10 ans à venir. Les réseaux, c'est 8 300 recrutements par an dans les années à venir. Donc on est en concurrence. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Dans notre environnement, il n'y a pas que la pompe à chaleur et il n'y a pas que ces industries-là. Et le problème des compétences est un problème qui est plus large que chacun des domaines. C'est bien qu'il y ait de la concurrence, ça permet aussi d'aller chercher des compétences chez les voisins. Il faut déjà que j'ai suffisamment, ce sont tous des métiers en tension. Il faut déjà que j'ai suffisamment de personnes dans ces métiers en tension. Et donc le travail, il doit être plutôt méthodique. C'est comme ça qu'on approche les choses au sein de la filière et avec l'AFPAC. Hein, c'est comme ça qu'on s'est mis autour de la table en se disant, on a besoin de 40 000, c'est à peu près ce qui est annoncé, peut-être 30 000 d'ici 2027, mais globalement, on a ces chiffres-là. On va d'abord faire un tour de table avec nos collègues formateurs, que ce soit côté éducation nationale, côté formation continue, côté formation continue à mission de service public de type AFPA, avec France Travail. Donc on a fait un tour de table pour essayer de se dire comment on fait dans notre univers. Alors bien sûr, tous les secteurs vont vous dire qu'il faut travailler sur l'attractivité. Tous ont dit qu'il faut travailler sur l'attractivité. Tous, on doit travailler sur la formation initiale. Tous doivent travailler sur la reconversion. Et
on cherche des publics qui vont se reconvertir, et tous vont travailler aussi sur la réorientation, c'est-à-dire des jeunes qui peuvent être, après un an de fac, ou je ne sais, en réflexion, et qui sont quelques dizaines de milliers, et qui sont aussi une mine pour nous, en termes de capacité à susciter des vocations. Et puis ensuite, il y a tous les dispositifs qu'il faut mettre en place pour aligner ça, pour faire du nombre. Et quand on donne des chiffres comme ça, je l'ai mis exprès parce que moi, c'est toujours une diapo qui me fait peur. Je ne sais pas faire, moi, des centaines de milliers. Ce que je sais faire, c'est 60 dans un département une année. Ce que je sais faire, c'est plus 20 places ici. Ce que je sais faire, c'est plus 10 places, pas très loin de... je sais qu'il va y avoir une usine qui va se placer. Donc ce qu'on sait faire, s'il y a une usine qui va s'installer, c'est peut-être qu'on mette autour de la table localement les acteurs qui sont autour de cette usine, et on va créer un appel d'air, pas spécialement sur la pompe à chaleur, pardon de le dire comme ça, mais à côté de cette usine, là, on va être en capacité de le faire. Ça, on sait faire. Et vous savez faire, d'ailleurs, on ne va pas se substituer à vous. Et on a d'autant plus, nous, un sujet qu'on est un secteur qui était un secteur qui est plutôt... alors quand je dis on, vous êtes un secteur qui est un secteur avec beaucoup de petites entreprises, avec beaucoup d'artisans. Et que donc les mouvements très homogènes et très centralisés, ça n'existe pas. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que chacun soit outillé, que chacun puisse mener sa barque comme il l'entend, mais que l'outillage soit plutôt pas trop complexe, et ça va se situer là encore au niveau local. Alors c'est comme ça qu'on a procédé, c'est comme ça qu'on procède aujourd'hui. Et juste pour parler de l'installation et de la maintenance, on fait grâce à la DGEFP, donc c'est le ministère de l'Emploi et du Travail, on a un diagnostic qui est en cours d'élaboration pour sortir de 40 000, sortir de 30 000. Ce n'est pas notre chiffre. Notre chiffre, c'est combien chaque année, à quel endroit. Ça va être notre chiffre. Et ce diagnostic, c'est l'AFPA qui le fait, et on va avoir une sortie du diagnostic, je crois, au début du mois d'avril, et on va s'appuyer sur ce diagnostic qui est regardé, opéré avec des professionnels pour mettre en place un plan d'action qui va être celui de votre secteur, mais aussi un plan d'action qui va nous permettre d'essayer d'innover. De faire ce que fait la Solive, mais d'innover encore autrement. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut accueillir des gens qui sont peut-être très très motivés, mais très très éloignés, et renforcer cette capacité à former des très très motivés, des très très éloignés, avec des marques, avec l'envie de faire en sorte que on puisse dupliquer les initiatives qui peuvent être expérimentées dans telle ou telle région, et que ces initiatives, je pense par exemple à ce que fait France Travail, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation, qui peut nous donner de bons indices sur le potentiel de personnes pour rentrer dans un métier. Eh bien, on pourrait coupler cette méthode de recrutement par simulation avec d'autres types de contrats. Et là encore, je pense qu'il faut que ce soit simple pour les entreprises. C'est le service que vous rendez aux entreprises en faisant pour elles le placement et le contrat de professionnalisation, mais aussi simple pour les personnes, que ce ne soit pas des milliers de dossiers à remplir pour pouvoir rentrer en formation. Voilà, je suis dans une situation donnée, je suis peut-être en difficulté, faut qu'on me simplifie la vie si je lève le doigt, que je suis motivé et que j'ai les capacités. Voilà, faut qu'on me simplifie la vie, on a tellement besoin d'avoir ces gens. Et là, je vous montre juste cette diapo qui est arrivée, qui est celle qui montre qu'on est dans un univers partenarial, nous, pour l'ensemble de la filière, pour éviter cet effet concurrentiel. Quand je travaille avec les gens qui sont sur le pilotage des bâtiments tertiaires, ils me disent vous faire l'attractivité des métiers du pilotage des bâtiments tertiaires. Quand je parle à la PAC, il faut faire l'attractivité de la PAC. Quand je parle à l'éolien, il faut faire l'attractivité de l'éolien. Plus facile pour eux quand même. Quand je fais... Ça veut dire que ça se voit une éolienne. Voilà, c'est plus facile pour eux. En tout cas, on assimile ça plus rapidement au métier de la transition énergétique, ce qui est moins évident quand on va parler de maintenance d'une pompe à chaleur. Ça ne matche pas immédiatement. Donc on a travaillé avec les campus des métiers et qualifications de la transition écologique, de la transition énergétique, et du bâtiment,
à établir une liste de 100 diplômes. Pour l'instant, on en est au diplôme, de 100 diplômes qui sont les diplômes pour aller intégrer un métier de la transition énergétique. On a créé un logo, c'était un label, qui est le label des métiers de la transition énergétique à la demande, à l'époque, des ministres en charge de la transition énergétique et de l'industrie. On s'est rapproché de l'ONICEP sous l'impulsion alors de la ministre en charge de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel et de la formation continue. Et début janvier, cette liste des métiers était taguée, des diplômes, pardon, et des métiers correspondants étaient tagués sur le site de l'ONICEP. 50 millions de vues par an. On s'est dit, on ne va pas créer notre site, on va passer par là où il y a du monde. Il faut passer aussi par les autoroutes. Il faut du réseau et il faut passer par les autoroutes. On l'a fait au moment de Parcoursup. C'est présent pour Affelnet, donc c'est les moments de choix d'orientation, qu'on soit collégien ou qu'on soit ensuite en sortie de lycée. Et on souhaite continuer à faire ce type de travail-là, notamment avec France Travail. Quand on parle transition énergétique, c'est éparpillé. Quand vous êtes, c'est pas un reproche. C'est nous qui n'étions pas suffisamment organisés de façon à ce que on voit un ensemble de métiers. Et en fait, on a une promesse dans notre filière. C'est ce qui est écrit en bas. Et la PAC a cette promesse, tient cette promesse-là. C'est qu'on est dans une filière d'excellence. D'abord, c'est des beaux jobs. À chaque fois que je rencontre des formateurs, ils ont un niveau d'exigence assez impressionnant. Et pas que chez les compagnons du devoir, à peu près partout. On a des très beaux niveaux d'exigence en matière de formation. C'est une filière qui est porteuse d'emplois durables. Alors, non seulement parce que je peux bosser dans la PAC et que je peux créer ma boîte derrière, mais parce que je peux aussi, mais voyager dans ma région, dans d'autres secteurs d'activité, comme d'autres secteurs d'activité peuvent venir dans le monde de la PAC, bien entendu, qui sont les secteurs que vous avez vus auparavant, où il y a quand même beaucoup de voisinage et beaucoup d'emplois, donc une durabilité des emplois. Je peux avoir un parcours professionnel. Franchement, les 30 prochaines années, elles sont assurées. Il n'y a pas de souci là-dessus, sur ma capacité à travailler. Et enfin, dernier point pour nous. Ce que vous êtes en train de nous dire, finalement, c'est qu'il y a beau avoir une concurrence entre les différentes filières, il y a aussi une complémentarité qui permet conjointement d'offrir des opportunités de carrière à long terme. Alors nous, on embauche du génie, enfin nous, vous, mais du génie climatique, du génie thermique, du génie électrique, du génie mécanique. On va faire une école des génies de la transition énergétique. On ne peut pas faire autrement. C'est tellement positif d'avoir tous ces génies à notre disposition pour pouvoir mener nos métiers demain. Et vous avez plusieurs génies, vous manipulez plusieurs génies quand vous êtes dans votre métier de la PAC. Oui, on a cette capacité et quelqu'un qui est formé PAC peut voyager dans l'univers de la transition énergétique. Et bien sûr, l'idée n'est pas d'organiser de fuite de chez vous, mais de montrer qu'il y a des parcours professionnels à proximité dans sa région, surtout pour les niveaux techniciens. Une chose encore où j'étais. Pour conclure, je dirais que c'est génial en fait. Bah oui, c'est génial. Ça peut paraître trivial de le dire, mais en même temps, je trouve que ça tombe pas mal. Et ça sort du monde de la vision du monde de l'industrie ou d'une vision du monde de bâtiment qui est uniquement sur l'industrie qui se désindustrialise ou des stop and go qu'on peut avoir. On a des possibilités de marché. Et dernière chose. Je suis malheureusement obligé d'arrêter parce qu'il est déjà 17h et c'est déjà le temps qui était prévu pour la table ronde, parce que c'est vrai que la discussion est passionnante et effectivement, on voit qu'on discute bien entre nous. Je vais quand même proposer qu'on fasse passer le micro dans la salle pour prendre des questions s'il y en a, parce que malgré tout, on ne peut pas se permettre d'être trop en retard. Alors oui, il faut redonner... Y a-t-il des questions dans la salle? Parce que c'est vrai qu'on discute entre nous, et moi personnellement, je trouve ça passionnant. J'imagine que vous aussi, néanmoins, est-ce que vous avez besoin d'éclairage supplémentaire? Non, tout est clair là aussi? Si, François Deroche, président de l'AFPAC. Oui, moi j'ai pouvoir même inviter à venir nous rejoindre sur scène. Oui, pour la clôture, c'est ça. Hein. Oui, mais non, je ne vais pas être long. Je voulais juste m'adresser à Madame Lestrade. Est-ce que vous envisagez de mettre une coloration pompe à chaleur dans les intitulés en fait des formations initiales? Voilà. Qui, à notre sens, sera un plus pour attirer en fait des jeunes sur nos métiers. Alors, merci pour la question. Effectivement, je n'ai pas parlé des colorations. Quand on crée des diplômes,
avec les professionnels, puisque tous nos diplômes sont créés systématiquement ou rénovés avec les professionnels. On réfléchit aux compétences et aux activités qui doivent être réalisées. Et on réfléchit beaucoup aussi au nom du diplôme. On sait que le nom du diplôme a aussi une importance. Il y a un GT entier, une journée complète généralement avant de trouver le nom du diplôme. Après, on le sait aussi, on ne peut pas rénover nos diplômes tous les ans, tous les 2 ans, même tous les 5 ans, puisqu'il y a quand même la loi de 2018 qui impose de se questionner tous les 5 ans sur le renouvellement du diplôme en l'état ou sa rénovation. En revanche, ce qu'on a introduit depuis 2 ans, c'est effectivement les colorations de nos formations. Ça veut dire que le diplôme, il a son nom, qui est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Donc on ne change pas le nom du diplôme. En revanche, localement, en fonction des activités des campus, notamment dans le cadre des campus, on introduit une coloration, soit avec un partenaire, si on a un partenaire très fort dans l'établissement avec une entreprise d'installateurs de pompes à chaleur. Donc effectivement, le diplôme, il peut être coloré avec une spécialité pompe à chaleur. On réfléchit très fortement à ce que cette coloration puisse apparaître sur le diplôme qui sera délivré à l'élève. C'est-à-dire que l'élève, il est en CAP, MTI, il a son diplôme qui lui est délivré, qui est le nom du CAP, et il y aurait une mention supplémentaire qui serait ajoutée du nom de la coloration. On y réfléchit fortement parce qu'on sait que ça peut être un vrai levier pour faciliter l'employabilité derrière. Ce n'est pas la même chose si c'est écrit sur un document officiel, plutôt que ce soit juste le jeune qui doit penser à dire, quand il cherche un emploi ensuite, j'ai ce CAP, mais vous savez, pendant une année, dans mon lycée, il y avait un partenariat avec telle entreprise. Donc je pense que par rapport à mes petits copains qui ont le même diplôme, je suis un peu plus employable sur ce secteur-là précisément que le petit copain. Donc il y a la question effectivement des colorations qui existent vraiment, mais qui ne sont pas matérialisées aujourd'hui. Donc on réfléchit à comment les matérialiser. Et puis, je l'ai évoqué, mais très rapidement, la question des certificats de spécialisation, qui sont des diplômes en une année qui se font après un CAP ou un bac pro. Donc là, on a 2 alternatives pour les pompes à chaleur, très concrètement. Dans nos 11 diplômes, il n'y en a aucun qui s'appelle pompe à chaleur. Ce n'est pas écrit dans les 11 diplômes, et je pense que ce n'est pas souhaitable pour l'ensemble des génies que vous avez évoqués tout à l'heure. Voilà, par exemple. En revanche, si collectivement, avec les entreprises, avec les employeurs, on se dit que ça serait quand même pas mal qu'il y ait une année supplémentaire de formation pour ceux qui ont un bac pro plutôt généraliste sur le génie climatique, génie électronique, peu importe, ou génie énergétique. Génie énergétique, c'est ça. On pourrait envisager de créer une mention complémentaire, donc un futur certificat de spécialisation, installation et maintenance de pompes à chaleur. Autre option possible, peut-être qu'on a un diplôme aujourd'hui dans les 11, tous n'ont pas été rénovés ces 2 dernières années. Dans les 11, on en a 4 qui ont été rénovés très récemment, 2 qui sont en cours de rénovation. Donc plus de la moitié quand même, voilà, qui sont très récents, mais c'est mathématique, on en a aussi une autre moitié qui sont un peu plus anciens. Est-ce qu'il faut transformer complètement une spécialité de CAP parce qu'aujourd'hui, elle ne répond plus aux besoins, la transformer totalement en un diplôme où il y aura dans le libellé du diplôme pompe à chaleur, pourquoi pas? C'est juste qu'effectivement, ce n'est pas là aujourd'hui, et c'est surtout pas moi toute seule, même en étant chef du bureau des diplômes professionnels, qui vais prendre cette décision. C'est ce qu'on fait effectivement collectivement avec les professionnels. On part d'une expression du besoin des professionnels, on monte des groupes de travail professionnels chargés d'ingénierie de l'éducation nationale, on rénove le diplôme, et donc le rénover, ça peut très bien être transformer le nom, transformer les compétences, l'abroger pour en créer un autre, changer le niveau, peut-être que c'est plus du niveau 3, c'est peut-être du niveau 4, c'est peut-être une année de spécialisation. J'ai envie de dire que c'est finalement très agile, contrairement à ce qu'on peut parfois dire de l'éducation nationale, sur le sujet de l'évolution de nos diplômes, on peut tout vous proposer, mais il faut effectivement par contre qu'on le fasse ensemble. Et là, effectivement, les colorations, par contre, c'est un moyen pour nous d'être très agiles, de manière très locale. Mais ce n'est pas visible. Donc c'est en ça la limite de l'exercice de la coloration.
Ludovic Festou. Oui, en fait, je voulais rajouter une question sur ce que vous venez d'aborder. C'est en fait, quelle est la temporalité d'adaptation du système puisque en fait, vous voyez, en fait, on a un enjeu qui est quand même de court terme. 6 ans, ça passe très vite. On est déjà en 2024, la moitié de l'année est quasiment faite, on va dire, au rythme de nos prévisions et activités. Ça, c'est la première question. Et comme vous voyez, en fait, le sujet de l'agilité et de la réactivité du système, en fait, pour la filière est très importante. On sait que voilà, entre les effectifs de départ à la retraite, les entrants, la perte, on va dire, en ligne de ceux qui se forment, fait que en fait, le compte n'y est pas et qu'il va falloir qu'on massifie. Donc voilà, la question c'est voilà, comment le système va s'adapter pour qu'on soit réactif. Alors, je vais répondre du coup en 2 temps. La réactivité immédiate, on l'a à travers les colorations, à travers, puisque là, ça permet vraiment d'avoir nos diplômes actuels qui répondent immédiatement aux besoins pompe à chaleur. Ça peut être des jeunes en CAP qui, pendant 2 ans, font leur période de formation en milieu professionnel dans la même entreprise d'installation ou de maintenance pompe à chaleur pour que le jeune soit beaucoup plus employable directement sur ce secteur d'activité. C'est une coloration. Ça peut être un partenariat avec une entreprise où il y a des actions de formation beaucoup plus régulières sur le sujet des pompes à chaleur. Ça augmente l'employabilité immédiate tout de suite. Après, le deuxième temps, on reste, et je le redis, et merci pour la question, on reste sur la formation initiale. Donc le temps de formation, là, on n'est pas en capacité de le réduire et on ne souhaite pas le réduire. Voilà, ils sont jeunes, on les forme à plein d'autres choses. Contrairement à la formation continue, on ne les forme pas qu'aux gestes professionnels. On ne les forme pas qu'aux gestes professionnels sur les pompes à chaleur. On les forme aussi sur un ensemble de compétences transversales. Voilà, français, maths, savoir-être. Il faut aussi qu'ils grandissent et qu'on les accompagne à grandir. Je ne suis pas sûre que sur des jeunes de 17 ans, leur dire vous serez assurés d'avoir un emploi derrière, en fait, à 17 ans, ils n'ont même pas nécessairement envie d'aller travailler tout de suite, pour certains. Donc, ce n'est pas du tout l'argument qui fait mouche. Donc, en termes de temporalité, c'est pour ça que je réponds en 2 temps. Si les professionnels nous le disent, il faut complètement revoir un diplôme. Alors, on va répondre présent sur revoir un diplôme, mais là, on est sur une temporalité plus longue. Je vous donne l'exemple. Nous sommes en mars 2024. Imaginons que la DGESCO, on imagine. Dans 15 jours, suite à nos discussions d'aujourd'hui, je reçois une note d'opportunité des professionnels qui nous disent votre CAP, alors attendez, je vais prendre un nom exact, votre CAP, monteur en installation thermique, finalement, il ne répond plus du tout aux besoins. On voudrait qu'on revoie totalement ce référentiel pour avoir un CAP installateur pompe à chaleur. Donc pourquoi pas? On prend le besoin. Donc on monte un premier groupe de travail avec l'ensemble des professionnels, des inspecteurs, des chargés d'ingénierie. Et donc on fait ce travail de réécriture. Si tout va bien, je vais être donc très optimiste. Au bout d'une réunion par mois, 6-7 réunions, on va dire qu'en octobre, on pourrait avoir un référentiel qui répondrait aux besoins. Ensuite, ça passe devant les instances. Là, je vous donne le off, mais c'est vrai, on est éducation nationale. Il y a des instances. On doit faire passer nos textes. Ce sont des arrêtés de création qui sont publiés au journal officiel. Donc, on ne fait quand même pas n'importe quoi quand on rénove un diplôme. On a aussi le filtre France Compétences, comme tout le monde. Voilà, ça doit être inscrit au RNCP. Donc, dans un délai extrêmement... Le délai le plus court, ça pourrait nous permettre d'ouvrir ce nouveau CAP à la rentrée 25. Mais ouverture du CAP à la rentrée 25, ça veut dire que les premiers diplômés, même dans un temps le plus court possible, ça sera que juin 27. Et donc des diplômés, je le redis, qui auront un temps de formation en entreprise. On est sur de la formation initiale. Ils ont 15 ans quand ils entrent. Ils ont un temps en entreprise qui reste quand même
relativement court, même si on aura coloré la formation, même si on aura énormément adapté la formation, parce qu'ils ne feront pendant 2 ans que de l'installation de pompes à chaleur, pas avant 2027. C'est pour ça que ça reboucle aussi, votre question reboucle sur votre question, est-ce que 30 000 emplois, c'est possible? Alors oui, mais il ne faut pas compter que sur nous, en fait. Oui. Voilà. Ça veut dire qu'il faudra s'appuyer, nos organisations professionnelles, la DGESCO, doivent se manifester maintenant, peut-être que des travaux sont en cours, pour qu'on soit à l'heure dans 3 ans, effectivement, dans 4 ans, dans 5 ans, et qu'en parallèle, effectivement, les initiatives titre pro, CQP, soient facilitées, agilisées. Et puis, je ne remets pas une autre nouvelle question, mais on est très sensible aussi aux nouvelles technologies de la PAC, mais ça fera partie de la MICMA, je pense. C'est que les plateaux techniques, en fait, la disponibilité, la mise à jour des plateaux techniques, comme la disponibilité de formateurs, sera très importante. Les chantiers sont importants, énormes. Jean-Baptiste Somnich, pour le mot de la fin de cette table ronde, parce qu'il est déjà très tard. C'est toujours sur les colorations. Donc, là, c'est clair qu'on envisage très largement de colorer et d'offrir sur étagère des colorations dont pourront s'emparer les lycées professionnels et les professionnels, parce que c'est une décision à chaque fois, hein. C'est pas une décision centralisée que de mettre en place une coloration dans un lycée professionnel. Et j'insiste sur le fait que ça implique de notre part employeur aussi une discipline de fer, puisque quand on colore, on offre des stages, on peut montrer davantage de choses aux jeunes de l'univers de l'installation et de la maintenance de la pompe à chaleur. Mais ça veut dire qu'il faut répondre présent, ça veut dire qu'il faut qu'on soit en relation durable. Je pense que vous l'êtes déjà, hein, mais avec le lycée pro qui est pas très loin et qui fait le diplôme, ou avec l'organisme de formation continue ou le CFA qui forme des jeunes, il faut qu'on prenne le temps, voilà, ça c'est notre engagement, de recevoir, et vous le faites déjà, des stagiaires de 3e, des stagiaires de seconde, de recevoir des jeunes femmes, parce qu'on se prive quand même beaucoup on est un métier genré, donc de recevoir des jeunes femmes dans de bonnes conditions sur nos métiers, et de contractualiser sur les stages, sur les périodes de formation en situation de travail, parce qu'elles sont essentielles. Donc il faut qu'on réponde présent quand on est sollicité par les établissements. Eh bien, merci à vous, Jean-Baptiste Somnich. Merci à vous tous et toutes d'avoir participé à cette table ronde que j'ai trouvée passionnante, donc sur les futurs métiers, enfin les métiers qui existent déjà de la PAC.